très juste. Mais j'ai entendu l'explication suivante qui dit la chose comme ça. Et c'est de ce point de vue-là justement que l'arbre est un modèle pour l'homme aussi, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'explications. Vous prenez l'abeille, elle produit du miel. Bon, d'accord. Mais elle le fait pour qui à l'origine? Elle le fait pour elle, pour son club hein, élargi. Hein. Voilà, pour la rue. Prenez la vache, pareil. On oublie l'essentiel. Pour qui elle produit le lait à l'origine? Hein? Non, elle en tire profit, nous on en profite, pourquoi pas, mais à l'origine elle ne le fait pas pour nous. Hein? L'arbre est la seule créature de Dieu qui produit quelque chose mais n'en tire aucun profit. C'est très intéressant comme. L'arbre produit des fruits, mais est-ce qu'elle profite du fruit? L'arbre a besoin de la graine, hein, mais le fruit en lui-même, elle n'en a pas besoin. C'est une des seules créatures d'Akadosh Baruch Hu, peut-être la seule, il faudrait voir, peut-être qu'il y a des gens plus calés que moi pour vous dire, mais c'est peut-être une des seules, peut-être voire la seule créature d'Akadosh Baruch Hu qui produit, mais elle n'en tire aucun bénéfice personnel, elle le fait que pour les autres. C'est ce qui expliquerait pourquoi l'arbre est un exemple pour l'homme, de ce point de vue-là. On doit savoir qu'un juif, c'est pareil. Un juif, il doit savoir, il ne peut pas vivre que pour lui. Ça n'existe pas, une chose comme ça. Un juif, il fonctionne uniquement lorsqu'il est ouvert vers les autres. C'est uniquement comme ça qu'il peut évoluer dans son judaïsme. Mon judaïsme a de sens que si, on voit, et Daniel, c'est le parfait exemple de cet esprit. Je le dis, parce que je le pense vraiment, tous les mardis, organiser des cours, penser aux autres, ramener des gens à la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, c'est pas facile, je vais vous dire. Hein. C'est pas facile de tous les vendredis, Madame Azécri, chaque fois que je donne un cours, elle est là. Et c'est pas facile de se sacrifier comme ça. Mais c'est ça l'esprit de la Torah. Penser aux autres. Penser aux autres. Ça, c'est la base du judaïsme. Le judaïsme n'a de sens que si je suis tourné vers les autres, à l'image de l'arbre. J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais jamais vu cette explication-là. Alors, on donne souvent beaucoup d'explications. Mais cette dimension-là. Alors, vous savez, il n'y a pas de hasard, mais je vais terminer peut-être. Quelle heure il est? Encore un petit peu de temps. Je vais quitte les coudas encore un petit point intéressant. Je parlais tout à l'heure de la valeur morale, etc., qu'on peut retrouver chez l'âme Israël. Alors c'est vrai qu'on retrouve des comportements exemplaires, pas seulement chez, je ne suis pas en train de dire ça, hein, chez les goïms aussi on trouve un. Mais très très souvent, lorsqu'arrive on appelle ça le Nisayon, c'est là où on voit la différence. Lorsqu'arrive un temps de crise, c'est là où on voit vraiment si une personne il a des valeurs morales ancrées profondément ou c'est juste superficiel. Et on se rendu compte, par exemple à la Shoah, encore une fois, que chez le Ham Israël, on a toujours gardé ce qu'on appelle en hébreu le Tselem Enoshi. Il y avait une valeur suprême. Alors autant chez d'autres, lorsqu'il est arrivé une période de crise ou des vents défavorables, là, d'un seul coup, on a tout oublié, toutes les valeurs ont disparu subitement. Alors quand ça va, mais quand ça va moins bien, on a perdu tous nos repères. Chez le Ham Israël, on a toujours gardé une valeur absolue jusqu'au bout, le Bechol Nafshecha, l'abnégation vers l'autre. C'est pas par hasard, mais j'ai vu cette semaine, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la Shoah, tout ce qui touche à la Shoah, ça m'intéresse beaucoup. Je vais vous lire une lettre qui a été écrite par un juif pendant la Shoah, mais je vais un petit peu situer le contexte pour qu'on comprenne un petit peu la lettre. Alors, on était dans une ville polonaise, j'ai oublié le nom. Lorsque les Allemands arrivaient dans une ville, en général ils déportaient et ils exterminaient. Hein. C'était le mécanisme de base. Mais dans cette ville-là, ils n'ont pas exterminé tout de suite. C'était pas par gentillesse ou par noblesse d'âme, on voulait utiliser la main-d'œuvre des juifs jusqu'au bout, en profiter jusqu'au bout pour les éliminer ensuite. C'était souvent la façon de faire. Cette ville, il y avait beaucoup d'usines, grandes usines, des usines de brosses à dents, des usines etc. Donc ils ont réquisitionné les juifs pour travailler dans les usines. C'est une main-d'œuvre gratuite, c'est pas mieux que ça. Des milliers de juifs ont travaillé dans ces usines-là. Bon, la fin était très tragique, ils ont incendié les usines, ils ont brûlé tout le monde, vivant. Hein. C'est terminé comme ça. Il y a seulement 10 juifs qui ont échappé au massacre. Parmi eux, il y avait un certain grand rave, l'Admour de Blozov, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était un grand rave, un dirigeant chassidique d'une grande dynastie, avec des ascendants aussi très très réputés en Pologne, c'était illustre comme vous dites, des gens très très, des Kdoshim, etc. Et lui se trouvait dans une des usines, il y avait des baraquements qui étaient à côté des usines, où il dormait, bon, c'était pas des lits, mais c'était des planches, si vous avez déjà été à Auschwitz, mais il n'y a pas de lit. Alors, l'histoire s'est passée comme ça. Il y a un capot qui rentre dans le baraquement où se trouvait l'Admour de Blozov, ce Rav. Il dit, voilà Rav, est-ce que vous pouvez me suivre? Bon, tout le monde a eu peur, il y a des juifs qui se sont dit, non, s'il y a quelque chose, si vous voulez lui faire du mal, prenez-nous à la place, c'est pas la peine s'il faut éliminer quelqu'un. Il était très vénéré ce Rav, c'est une source d'encouragement, une source de... Bon.
Et le Kappa dit, non, vous inquiétez pas, je vous donne ma parole d'honneur. Bon, c'était quelqu'un de confiance. C'est pas une mauvaise pensée, etc. Tout le monde a pu voir, il s'approche du Rav, et il lui donne une enveloppe avec une lettre. Il dit, voilà, il y a une personne qui m'a envoyé d'une usine à côté pour vous transmettre la lettre. Enfin, j'aimerais bien vous lire la lettre texto, hein, parce que moi je l'ai découvert il y a quelques jours, mais elle nous montre jusqu'où va